Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième émission de Studio Lacan, une émission pour laquelle nous aurons nos 3 rubriques. Pour la première, Un divan dans le monde, 2 invités, Marie Desplechin et Marie-Monique Robin. Pour la seconde, L'écho de la culture, c'est Philippe Elbois qui sera parmi nous. Et enfin, pour Actualité de la psychanalyse, Caroline Leduc discutera avec Éric Porges. Nous commençons donc avec notre première rubrique, Un divan dans le monde, consacrée au thème le climat, l'humanité, la vie. Alors, Marie-Monique Robin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et cinéaste. Vous réalisez des films documentaires qui deviennent des livres et des livres qui deviennent des films documentaires. C'est ce que j'ai compris en tout cas. En général, je fais les deux en même temps, mais là, confinement oblige, j'ai d'abord fait le livre et voilà, donc c'est le film maintenant. C'est ce qui se passe avec votre dernier livre, La fabrique des pandémies, qui sortira prochainement sous forme de film. Pour l'écrire, vous avez conversé avec plus de 60 scientifiques à travers le monde. On va en parler dans la suite de l'émission. Marie Desplechin, bonjour. Vous êtes journaliste et écrivaine, autrice de livres pour enfants et pour adultes, et notamment d'un livre qui a attiré notre attention, Ne change jamais. Je le montre encore une fois pour qu'on puisse le voir. C'est un livre à destination des jeunes, mais dont je recommanderais volontiers la lecture à tout adulte. On peut le lire en famille. Enfin, oui, on peut le lire en famille. Voilà une bonne idée pour les jours de confinement, en tout cas. Et on va en parler d'autres tout de suite. Et donc, Déborah, à toi. Oui, j'ai une première question, Marie Desplechin. Ce livre, donc, ne change jamais. Vous l'avez écrit pour les jeunes et il se sous-titre « Manifeste à l'usage des citoyens en herbe ». Ce qui m'a touchée d'abord dans ce livre, c'est la façon dont finalement vous évitez et vous évacuez tout regard nostalgique ou passéiste et au fond vous dites aux jeunes « vous avez le monde que vous avez et vous devez l'habiter ce monde-là ». Et donc ça c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée et ça me donnait l'envie de vous poser cette première question qui était au fond « Qu'est-ce qui a guidé ce projet pour vous ?» Qu'est-ce qui a été à l'origine du projet de ce livre ? Alors, ça remonte à la COP21. On m'avait demandé un texte, c'était une commande de la maison des écrivains qui commandait des textes à une trentaine d'écrivains. Et donc, j'avais dit, moi, je voudrais écrire pour les enfants. Et donc, à ce moment-là, je m'étais beaucoup documentée, parce qu'il faut faire les choses sérieusement. Et tout ce que je vivais à petit bruit jusque-là en matière de lecture et de prise de conscience est devenu soudain très actuel et j'ai traversé ce que connaissent beaucoup de gens quand ils approchent de près la question du climat. C'est un moment un très très mauvais moment en fait. Vous vous réveillez la nuit, vous avez peur, vous êtes en colère, vous êtes dans une angoisse terrible. Et j'ai fait ce texte pour les enfants. Je pense que c'était un texte qui n'était pas sinistre parce qu'avec les enfants, on peut pas mettre en situation de dire tout est fichu. Ça, je sais pas si c'est pas moral, mais enfin ça ne sert à rien. Donc j'ai fait un texte qui était assez positif, mais qui était quand même dur. Hein. Je pense qu'il était pas mal, mais bon, bref, je fais ce texte, il paraît dans le recueil de textes. Et après, je réfléchissais à cette question et je me disais, mais c'est pas comme ça, en fait, que j'ai envie d'en parler. C'est pas comme ça que j'ai envie d'en parler avec quelqu'un qui a pas 20 ans. Je voudrais avoir un autre discours, et je voudrais pas avoir un autre discours pour le lui asséner, je voudrais avoir un autre discours pour le partager. Parce que dans cet inconnu dans lequel on avance, bien sûr, ils y seront plus longtemps que nous, mais en fait, on y va à côté. Et donc, j'ai changé d'esprit et j'ai trouvé celui qui a procédé à Ne change jamais. En observant, en fait, des ados autour de moi, j'ai l'impression que j'ai toujours vécu avec des ados et des enfants. Et le moment où je m'en suis rendu compte, c'est en voyant une gamine qui a une dizaine d'années. Je rentre et j'ai fait des courses et j'ai un sac, une boîte, des trucs. Donc, je déballe mes courses. Alors, je jette la boîte, je jette le sac, je jette le papier de soie. Et là, la gosse, comme n'importe quel gosse, et comme j'essaie, elle dit « Mais le jette pas, je le reprends et je vais en faire quelque chose. »
Et je me suis dit, ah oui, bien sûr, c'est elle qui a raison, en fait, c'est des premiers pas de l'économie circulaire. Et donc, je me suis dit, mais il ne faut pas qu'elle change, en fait, il faut qu'elle reste comme ça, c'est-à-dire qu'elle pense que, voilà, on n'est pas... Et après, au fur et à mesure que j'ai regardé, ça marchait sans cesse, les items marchaient sans cesse. Quand je dis, va prendre ta douche, non, j'ai déjà pris hier. Je disais, bah oui, c'est vrai, pourquoi je l'obligerais à se laver entièrement tous les matins, alors que, bon, un jour sur 2 suffit. Tout comme ça. Et donc j'ai fait ce livre-là en partant en fait de ce qu'ils sont à ce moment-là. Et la douche, ça permettait de parler de l'eau douce, par exemple, de l'utilisation de l'eau, des crises de l'eau, des guerres de l'eau, de jeter à la poubelle et de récupérer. Ça permettait de parler de tout ce qu'est l'économie circulaire, le recyclage. Et voilà, et j'ai fait une 20aine d'items comme ça. Alors c'est pas seulement des choses, c'est pas seulement du bricolage familial, ça va jusqu'à désobéir, se battre et protester, puisqu'il faut pas prendre les enfants pour des imbéciles. Oui, en tout cas, à la lecture, on voit bien que vous faites une anti-éducation d'une certaine façon. En tout cas, vous partez du principe que les enfants se responsabilisent sans avoir besoin que l'adulte vienne poser son regard ou sa moralité ou son mode de vie, en tout cas, oui, son mode de jouir, sur la façon dont l'enfant, finalement, de manière assez intuitive, parfois, a ses propres habitudes. Et c'est ce qu'on appelle des mauvaises habitudes peuvent être des bonnes habitudes. Exactement. Alors, peut-être j'enchaîne sur ce point-là, une question que je pensais poser plus tard, mais en fait, vous prônez le droit de râler, qui va jusqu'au droit de se révolter, jusqu'au droit de désobéissance civile. Donc vraiment, vous avez une confiance en cette nouvelle génération. En même temps, par exemple, si je pense au printemps arabe, la révolte n'a pas abouti à quelque chose de... enfin, pour le moment, en tout cas, on n'est pas encore abouti à quelque chose qui serait stable. Ici, vous faites confiance. Mais je fais confiance à la jeunesse en général, et dans cette situation en particulier, parce que les gens dans leur enfance et dans leur adolescence, d'abord, sont très proactifs. C'est-à-dire qu'ils vont tout de suite, et puis ils ne sont pas embarrassés de toute la socialisation qu'ils subissent dans l'adolescence. C'est-à-dire que l'image sociale est moins importante pour eux, ils n'ont pas assimilé toutes ces choses-là, ils sont prêts à changer, ils sont prêts à le réinventer, ils ont un espèce de désir qui est très très fort, ils ont moins de peur. Voilà. Alors ça peut être pour le pire quand c'est la révolution culturelle, par exemple, ou les Khmers rouges, mais ça peut être pour le meilleur. Par ailleurs, dans cette génération, il y a des gens qui sont inspirants pour notre génération. C'est-à-dire qu'à partir de 12 ans, il y a des gens qu'on a envie de suivre. Ou je pense à Greta Thunberg, par exemple, à partir de 15 ans, on a envie de la suivre. Et ça, il y a toujours eu des gens dans l'histoire, dans l'adolescence. C'est la leçon sur Guy Môquet. On peut parler des gens très très jeunes qui ont pu, pas servir de guide, mais être les premiers, mais avoir leur intelligence, leur capacité d'action et tout ça. On en a toujours eu dans l'histoire. Merci. Marie-Monique Robin, vous décrivez dans votre livre une tension entre, d'une part, un catastrophisme sanitaire, vous appelez ça même, je pense vous citez quelqu'un qui parle d'une fascination pour le morbide, et d'autre part, un abord rationnel de la question de la biodiversité à partir de résultats de recherche scientifique. Vous mettez ces deux positions en tension. Et pourtant, ni l'un, le catastrophisme, ni l'autre, l'abord rationnel, ne semble avoir un pouvoir d'arrêt sur cette tendance humaine. C'est une tendance d'aller droit dans le mur, finalement. Alors, qu'est-ce que vous... Oui. Une fascination pour le morbide, ça, je ne suis pas sûre que ce soit dans mon livre. Hein. Non, je ne crois pas d'ailleurs. Enfin bon, voilà. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, moi j'ai interviewé 62 scientifiques qui travaillent sur cette question de la biodiversité et qui ont montré comment il y a des liens très puissants entre cette biodiversité et évidemment notre sort à nous, notre humain, mais aussi tous les organismes vivants, et que si on continue de détruire la biodiversité, eh bien évidemment nous allons dans le mur. Alors ça, un certain nombre de scientifiques sont absolument convaincus que nous sommes en train d'aller dans le mur, mais que ce n'est pas une fatalité. Voilà, y compris cette pandémie qui a mis l'économie à genoux, n'est pas du tout une fatalité. Il y a des causes qu'ils ont identifiées, et qui dit cause dit moyen d'agir, et dit donc mesures qu'il faudrait prendre pour éviter que de prochaines pandémies apparaissent.
Et d'ailleurs, ils soulignent tous que cette pandémie qui nous préoccupe tant, elle est quand même... c'est un virus, mais qui n'est pas très méchant, hein, si on compare avec beaucoup d'autres virus qui sont apparus au cours des 50 dernières années. Ebola, par exemple, mais le sida aussi. On oublie que c'était une maladie émergente. Zoonotique, d'origine animale. Et il y en a bien d'autres, le MERS, le SARS, le premier SARS, etc., bien plus mortel que cette pandémie. Donc, la question, c'est, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire pour convaincre les hommes et femmes politiques qu'il faut développer ce qu'ils appellent cette vision holistique, globale, qui permettent d'éviter les prochaines pandémies, mais aussi le dérèglement climatique, mais aussi donc évidemment la destruction de la biodiversité. Je rappelle qu'on est quand même, on a commencé la 6e extinction des espèces qui n'est pas rien. La dernière, elle a eu lieu il y a 65 millions d'années. Enfin voilà. Et puis ce qui va avec d'ailleurs, parce que ce qui est nouveau dans ce 6e extinction prévue, c'est que c'est l'homme qui participe à la produire. Voilà, donc c'était pas. Voilà, mais c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs, parce qu'on se rend compte quand même du pouvoir absolument, alors là, mortifère, je dirais, ça c'est sûr, des humains, qui ne sont qu'une petite espèce parmi d'autres, parce que dans cette grande chaîne du vivant, nous sommes nous aussi des vertébrés, des mammifères, enfin vous voyez, et la question c'est de savoir comment nous allons réussir nous à nous remettre dans cette grande chaîne du vivant, en nous reliant de nouveau à tous ces autres organismes vivants qui sont comme nous des mammifères, des vertébrés ou pas d'ailleurs, et en cessant de considérer que nous sommes en haut de la pyramide et que tout ce qui se passe en dessous, ça ne nous regarde pas, parce que si, ça nous regarde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer de penser que quand on vous dit que 60% des vertébrés ont disparu au cours des 40 dernières années, ça ne nous concerne pas. Parce que nous sommes des vertébrés, donc c'est absolument Alors là, c'est ça qui est quand même assez étonnant, c'est de voir finalement comment on a toutes ces données, tout ce savoir. Alors les scientifiques que j'ai dans mon livre, malheureusement, se plaignent de ne pas être assez entendus, bien sûr, mais et on continue je pense qu'avec ça, là-dessus, Marie, on sera d'accord, on continue de faire comme si de rien n'était, excusez-moi, c'est le cas, parce que on est en pleine COP là, de Glasgow pour le climat, mais oui, on a des belles déclarations, make planet great again, et je ne sais quoi, c'est bien beau tout ça, mais pour parler local, là, par exemple, on est en train de raser les jardins ouvriers de la porte d'Aubervilliers pour les JO qui s'annoncent. On est en train de détruire des terres agricoles à Gonesse. Et partout en France, il y a des projets qui vont... Vous dites que finalement, c'est le slogan, je pense, de Greta Thunberg, le blablabla. Finalement, oui. Alors c'est blablabla, mais bon, alors moi je pense aussi quand même... je cite souvent Gramsci qui a dit cette phrase que je trouve absolument étonnante, le vieux monde est en train de disparaître, le nouveau monde tarde à poindre et dans l'entre-deux surgissent les monstres. Moi, je trouve que ça me parle beaucoup, quoi. C'est-à-dire, effectivement, le monde dans lequel nous avons grandi, nous sommes nés, c'est la différence avec les jeunes, n'est-ce pas, est en train de s'effondrer. Ça veut dire que tous les logiciels, on doit tous les revoir, ils sont absolument obsolètes, aussi bien au niveau économique, au niveau social, à tous les niveaux, quoi. Et nous, on est embarrassés de tout ça, parce que c'est notre passé, et j'allais dire passif, Les jeunes, ils sont nés, moi j'ai 3 filles qui sont étudiantes, pour elles, le climat, c'est un vrai problème, c'est intégré depuis le départ, elles n'ont pas peur de perdre, parce que certains peuvent être retenus dans leur envie de changer, de changement, par la peur de perdre quelque chose, voilà. Et moi, j'espère beaucoup que cette génération arrivera très vite aux affaires, parce qu'ils sont débarrassés, vous voyez, de tout ce passif lié aux 30 glorieuses, une manière de consommer, etc. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que les logiciels sont là, et on a du mal à les changer, et que c'est pas évident, ça je veux bien... C'est au-delà du logiciel, d'une certaine façon, on se demande si c'est qu'une question de génération, ou s'il y a aussi quelque chose qui objecte dans l'homme produire du bien. On en a des exemples tout à fait. Alors, je ne veux pas tomber dans le jeunisme extrême, parce qu'on peut avoir de jeunes gouvernants, je ne sais pas de nom, qui se comportent comme des vieux dans leur tête, excusez-moi de le dire comme ça. Et de vieux leaders formidables. Mais, oui, alors je pense que quand même, fondamentalement, c'est très difficile d'imaginer l'effondrement, c'est-à-dire la disparition, c'est nouveau, c'est complètement unique. Alors moi je dis souvent dans les conférences, j'en fais beaucoup, pas de chance, ça tombe sur nous. C'est nous qui devons relever ce défi. C'est énorme, mentalement. Et même, je me rappelle d'une interview que j'avais faite d'un scientifique canadien qui disait, nous, on a les mêmes gènes que les hommes préhistoriques qui sont faits pour réagir à un danger immédiat, qui vont
commencer à courir dès qu'il y a un lion qui arrive ou je sais pas quoi, un ours. Et donc envisager... Tout simplement penser l'impensable quelque part en fait. Hein. Mais sauf qu'à un moment, l'impensable, il est pensable parce qu'on a les scientifiques qui sont là. Alors moi, je fais bien la différence entre les scientifiques indépendants qui ne travaillent pas pour des groupes privés, des compagnies comme celle que je connais bien, Monsanto par exemple, voilà, et donc qui roulent pour des intérêts privés. Non, les scientifiques indépendants, comme il y a dans mon livre, hein, et ben, les savoirs, les données sont là. Et donc maintenant, il va falloir se dire, on est effectivement embarqué. C'est un Titanic, quoi, en fait. Et le Titanic, ça veut dire qu'à un moment, vous savez ce qui se passe avec le Titanic, quoi. Et on y est là. Je ne l'aurais pas dit il y a 10 ans, hein. Donc, vous voyez. Mais voilà. Donc. Merci. Merci. On va faire une petite pause, en fait. On va faire une petite pause dans notre discussion afin d'entendre la chronique de Philippe Elbois sur un livre de Michael Ferrier intitulé Fukushima. Alors, bonjour Philippe Elbois. Bonjour. Nous t'écoutons. Eh bien, bonjour. Le monde politique en Europe semble captivé ces jours-ci par la question de savoir s'il ne faudrait pas classer l'énergie nucléaire parmi les énergies vertes. Emmanuel Macron, en pointe sur cette affaire, fait mine d'en être persuadé pour vanter un dispositif énergétique associant en même temps, forcément, centrales nucléaires dites de nouvelle génération, plus petites, mais plus nombreuses, et énergie renouvelable. Cela ne présenterait bien sûr que des avantages, le nucléaire étant considéré par d'aucuns comme ce que l'on fait de mieux, en termes de pollution, notamment au fameux CO2 qui concourt, comme on sait, au réchauffement climatique. Dorénavant, c'est ça qui est important, l'atome serait bucolique et bio. La rentrée littéraire éclaire un autre aspect de cette réjouissante perspective, puisque la collection de Philippe Sollers chez Gallimard, L'Infini, publie un nouveau livre de Michael Ferrier, Notre ami l'atome, beau titre. Il fait suite à son remarquable et remarqué Fukushima, récit d'un désastre, de 2012, dans lequel il mêlait réflexions philosophiques, critiques littéraires et reportages. Écrivain, professeur de littérature française au Japon, il continue donc de tremper sa plume dans l'angle de la triple catastrophe du 11 mars 2011, un tremblement de terre suivi d'un tsunami et suivi ensuite de l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima. Les catastrophes semblent du reste l'inspirer, puisque l'un de ses précédents livres, Scrabble, qui est le récit de son enfance au Tchad, s'achevait déjà dans une explosion, mais une autre explosion puisque c'était celle de la guerre civile qui mettait fin à son enfance. Sa description de notre dernier monde nouveau nucléarisé est inoubliable. C'est un monde sans extérieur, sans avenir et sans défaut apparent, du moins, jusqu'à ce qu'une catastrophe les révèle. Sans extérieur, les radiations émises par une centrale détruite s'étendent partout, dans l'air, l'eau, le sol, les plantes, les animaux. Donc il n'y a plus d'extérieur, il n'y a plus d'intérieur, il n'y a plus d'abri alors. Mais non. Sans avenir, les déchets nucléaires ont une vie quasi éternelle, qualifiée de demi-vie. Et la demi-vie, c'est la période au terme de laquelle le produit perd la moitié seulement de sa toxicité. Et dans le cas du bien nommé plutonium, cette demi-vie peut durer jusqu'à 24 000 ans. Autrement dit, le temps excède tellement celui de la vie humaine qu'il disparaît en abolissant le futur. Donc le paradoxe de la demi-vie, c'est quand même que ça dure une éternité. Effectivement. De plus, il est sans défaut. À condition d'être dupe des apparences, bien entendu. La radioactivité est invisible, inodore, voire indolore, lorsque son seuil n'est pas trop élevé. Quant aux déchets éternellement mortels jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait qu'en faire, sinon les stocker en des lieux improbables et discrets. Le clou de son propos est ce qu'il appelle la demi-vie. La demi-vie pour tous, notion technique qu'il applique au mode de vie qui restera pour chacun, mode de vie que l'atome nous impose en cas de problème.
Le monde devient alors lui-même une centrale dévastée dans laquelle l'on ne peut plus que survivre au prix de précautions infinies. Manger, respirer, se laver, chaque geste est une ascèse. On est encombré non plus d'un masque sanitaire, mais d'un appareil sentant bon notre ami la science, c'est-à-dire un dosimètre mesurant la radioactivité, qui se repère en microsieverts, Becquerel, Rath, Rems, Röntgens, autres joyeux vocables, qui seront les joyeux vocables de demain. La vie qui reste est aussi dévitalisée que désubjectivée, puisque le seul objet qui compte encore est la particule radioactive, que l'on devient soi-même quand on est contaminé, puisqu'on devient soi-même dangereux. Donc la demi-vie, en fait, c'est la vie sans le sentiment de la vie. Ou une vie un peu colonisée par la mort, quoi. Eh oui. Eh oui. Alors, s'il n'a pas abordé explicitement l'écologie, Lacan n'a cessé d'insister sur sa cause première, qui n'est nulle part ailleurs que dans la part prise par le discours de la science en notre bas monde. Ce n'est plus Dieu, ce n'est plus une figure du Père qui organise notre vie, mais le savoir, sous les espèces de la danse des petites lettres, qui font l'amour et constituent le calcul mathématique. C'est dire que la vérité des choses humaines aujourd'hui n'est plus dans ce qui se voit et s'observe, mais dans ce qui se mesure et se mesure scientifiquement. La pollution nucléaire est de cet ordre. Elle sauve les apparences, mais change tout le reste. Si la science sait ce qu'elle peut, elle ignore ce qu'elle veut, laissant ainsi sans boussole le désir de savoir qui l'anime. N'est-ce pas là que le discours psychanalytique, le désir aussi d'ailleurs, pourrait mettre son grain de sel? L'être parlant qui s'expose au pire en ne pariant plus sur le père, court-il pour autant à sa perte? C'est une question qui se pose. Eh bien, Lacan ne le pensait pas. Et avec aussi peu d'illusion que de pessimisme, disait avec son inimitable ironie, dans une interview au magazine italien en 1974, que l'homme est un bon à rien, même pas capable de se détruire lui-même. D'accord, merci beaucoup Philippe. Reste avec nous. Nous allons continuer notre discussion. Déborah? Oui, une question alors par rapport peut-être pour reprendre la fin de la chronique de Philippe Elbois, même pas capable de se détruire lui-même, virus résistant, donc peut-être. En fait, j'ai une question pour vous deux. Marie Desplechin, quand on a discuté avant cette émission, vous avez eu cette expression assez forte qui m'a marquée, m'avait dit « la vie est un virus ». Et quand j'ai lu Marie-Monique Robin, quand je vous ai lu, j'ai fait la découverte des parasitologues, des chasseurs de virus, et donc j'aurais souhaité savoir si vous vouliez bien vous exprimer l'une et l'autre sur le rapport inextricable, un peu bizarre, entre l'homme, le virus et la vie. Il y a toujours eu des virus, toujours des parasites, et même il y a une histoire géniale dans le livre que je trouve incroyable, je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Les humains ont toujours été parasités. Bien sûr, ils ont attrapé ça dans leur échange avec les animaux sauvages, domestiques, ils ont domestiqué au néolithique, etc. Et notamment par des helminthes, c'est-à-dire des vers intestinaux. Alors nous, dans notre société hyper hygiénique, etc., évidemment, on doit déparasiter. Bon, il ne faut pas des vers intestinaux. Alors, je parle des petits oxures, je ne parle pas des gros vers, Ténia et compagnie. Et en fait, vous découvrez que c'est très mauvais. Il ne faut pas déparasiter les enfants. Parce que, alors, des petits vers. Parce qu'en fait, dans leur longue coévolution entre les humains et les helminthes, en fait, les helminthes, pour survivre dans les intestins des humains, ils ont développé une stratégie, bon, je ne rentre pas dans les détails, ils produisent une protéine qui bloque une cellule dans l'organisme des humains, qui est liée aux excès inflammatoires, et donc, vous voyez où je veux en venir, tout ce qui est lié aux facteurs de comorbidité de la Covid-19. Et vous vous rendez compte que dans les pays extrêmement parasités, en Afrique par exemple, il n'y a pas d'épidémie, contrairement à ce qu'on a dit, ça va être l'hécatombe en Afrique, vous verrez mon livre, c'est faux. Et les seuls endroits où il y a des morts en Afrique, c'est dans les villes. Pourquoi ? Parce que leurs microbiotes sont ravagés, parce qu'on déparasite systématiquement, et on a le même microbiote, même flore intestinale quand on est à Bangkok, à Libreville ou à Paris, c'est-à-dire zéro. Donc vous voyez, c'est assez... moi, je trouve ça assez fascinant. Alors, pour en revenir à votre chronique, moi, je suis allée à Fukushima et je suis allée aussi à Tchernobyl.
Et les 2 endroits où j'ai filmé, j'ai fait des documentaires et des livres y compris. Alors c'est vrai que c'est très, enfin, ça dépasse toutes les expériences que j'avais pu faire, parce qu'on compare souvent ça. Vous voyez, vous allez faire des films sur des lieux de guerre et tout. Bon, vous savez que les reporters de guerre, vous savez que vous avez un risque parce qu'il peut y avoir un sniper, je sais pas où. Mais là, c'est très étonnant, quoi, parce que la mort est partout, mais on la sent pas. Et ça fait pas mal, ça fait rien du tout. Et alors ça, c'est vraiment une expérience pour moi inouïe, qui a fait d'ailleurs que je serai toute ma vie contre l'énergie nucléaire, d'une manière, mais alors sans aucun, vous voyez, parce que la question des déchets évidemment, mais le fait que là on rentre dans un univers où l'humain est un mort, enfin risque tout le temps un mort vivant, vous voyez, et ça c'est. Je ne comprends même pas qu'on puisse, comme l'a fait M. Macron, nous dire on pourra avoir des petites centrales partout, enfin, avec tous les risques que ça peut comporter, sans savoir ce qu'on va faire des déchets. Et puis, enfin, bon, bref, voilà. Expérience très fondatrice pour moi. C'est bien que vous parliez de guerre, parce que Ferrier, il insiste beaucoup sur il compare la région de Fukushima, après tout ça, vraiment une atmosphère de guerre sans les combats. Sans les combats, bien sûr. Oui. Mais une atmosphère de guerre, et c'est frappant aussi, ça c'est lui, mais le récit de son enfance au Tchad, la fin de son enfance, c'est le début de la guerre. Et il décrit ces scènes de guerre avec un grand détail. C'est assez rare en littérature de trouver des scènes de guerre, à part autour de la guerre 14 par exemple. Mais il fait une description extrêmement précise. Et c'est frappant que lui, j'étais frappé de voir à quel point sa description de Fukushima, eh bien, il reprenait votre terme là de guerre. Et nous allons encore reprendre le terme de guerre dans notre dernière rubrique. Je voudrais maintenant poser une question, encore une question à Marie Desplechin. J'étais très intéressé dans votre livre de votre remarque adressée aux enfants, enfin aux jeunes, disant que parlons du statut juridique de la nature comme personne morale, c'est-à-dire qu'un arbre peut aujourd'hui porter plainte contre une autre personne ou un État qui ne le respecte pas. Et je pensais que c'est... je me suis demandé que si à l'ère de l'humanité, l'anthropocène, comme on lit dans cette littérature, ce n'est pas une forme d'ironie salutaire que de donner le droit à la parole à la nature. Je sais pas, alors on pourrait rentrer dans une autre ère, ce serait bien, mais ça rejoint la question du virus, en fait, qui est peut-être une mauvaise image, mais on pourrait dire une espèce invasive. C'est de se considérer comme une espèce de corps très organique qui se développe hors de tout contrôle et en fait détruit son environnement, comme ça arrive d'autres organismes vivants font ça quand ils ne sont pas maîtrisés. La particularité d'une autre, c'est que on peut lutter contre, mais peut-être des organismes vivants l'ont d'ailleurs, de s'auto-limiter, en fait, de s'auto-contrôler. Ce qu'elle-là, jusque maintenant, on n'est apparemment pas du tout capable de faire. Mais si on arrive à le faire, ça peut aller, parce qu'on fait partie d'un ensemble, en fait. On est dans un même corps, et à ce titre-là, pourquoi ne pas partager effectivement les statuts juridiques ? Et nous, avec notre capacité d'autocontrôle, partager le nôtre, puisque évidemment, le fait, c'est une création humaine, et donc... c'est encore l'espèce humaine qui parlerait pour les arbres. Enfin, elle parlerait pour réguler l'ensemble du dispositif. Et je pensais à votre chronique aussi sur la technicité et les mini-centrales de Macron. Ce qui est vraiment très frappant, c'est que tous ces gens-là, leur obsession, et que ce soit le nucléaire ou un autre, c'est créer un marché, en fait. La solution, elle est technique et ils sont technophiles parce que ça va permettre de créer des marchés et je pense qu'ils imaginent sincèrement que la solution va être là. Et en fait, c'est vraiment marrant comme une forme de cupidité qui mène à la mort. Alors là encore, hein, c'est une image qui est... mais quand on pense, par exemple, à ce magnat du charbon qui est un démocrate aux États-Unis et qui bloque pour le moment, tant qu'il peut le faire, les réformes environnementales de Biden, c'est quoi ? C'est vraiment une cupidité, c'est biblique. Hein. Et ça bloque là. Donc si nous ne sommes pas capables d'auto-réguler eux parmi nous, puisqu'on est un corps, hein, on disparaîtra avec la pyramide. Bon.
Non, mais là, on retrouve la question justement de la dimension parasitaire de l'homme en tant que parasite. Il y a d'ailleurs un scientifique que vous interviewez qui dit, qui s'intéresse depuis toujours aux parasites, et un des parasites, c'est l'homme. Voilà, c'est le plus grand. Parce que dans le monde du vivant, Voilà. les parasites vivent au détriment de leur hôte, mais ils ne sont pas assez fous pour détruire complètement l'hôte. Voilà, dont ils dépendent pour vivre. Ouais. Et nous, on est un super parasite. Et c'est vrai qu'il fait une blague en disant, parce qu'on dit toujours qu'il faut sauver la planète. Moi, je suis d'accord, c'est Serge Morand que vous citez, c'est un chercheur du CNRS extraordinaire qui est en Thaïlande actuellement. Il dit non, on va pas sauver la planète. La planète, elle va dire, ouf, une fois qu'on est débarrassé de ce super parasite, ça va être vraiment mieux qu'avant, quoi. Donc, si on veut sauver quelque chose, c'est notre peau, en fait. La peau des humains. Et j'espère qu'on comprenne aussi que il ne s'agit pas uniquement de sauver notre peau, mais de la peau de tous les organismes vivants, parce que nous sommes interdépendants. Et par rapport à la question du virus, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre, là en ce moment, nous sommes dans c'était le mot utilisé par Macron, la guerre contre le virus. Mais non, les virus ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité, les parasites aussi, et on en a besoin. Un certain nombre, vous avez vu, les vers intestinaux, en fait, finalement, ça stimule notre système immunitaire et ça fait que, voilà. Bon. Et donc, tant qu'on sera dans cette logique de guerre, alors, c'est aussi la manière de notre attitude prédatrice des ressources, c'est-à-dire, elles nous appartiennent, on les prend, et puis après, on pollue l'air, on pollue l'eau, on pollue tout. Maintenant, c'est même plus, on peut plus respirer, on peut plus manger sans penser on peut plus faire d'enfants si on passe pas par une éprouvette, enfin, voilà. Donc, mais notre attitude en tant que, encore une fois, alors là, il y a toute la tradition chrétienne, catholique, qui nous a conduit à ça. Il faut dominer la nature. Donc on la domine. On a tellement dominé qu'on est en train de la détruire et qu'on va se détruire avec. Mais il faut sortir de cette posture de guerre. On n'est pas en guerre contre le virus. Le virus, là, tel que c'est bien expliqué dans mon livre, il y en a toujours eu. Et tant mieux, parce qu'on en a besoin, en fait, aussi. Là, il y a un problème quand on détruit les conditions de vie des animaux qui en sont les réservoirs et les porteurs sains, mais qui jouent aussi d'autres rôles écologiques. Je pense aux chauves-souris. Je suis devenue totalement amoureuse des chauves-souris. Voilà, bref, depuis que j'ai interviewé des grands spécialistes des chauves-souris, j'en ai vu au Gabon, que je suis allée filmer des milliers, enfin bref. Et les rongeurs, enfin bref, tous ceux qui portent ces virus. Et le problème, il est là quand nous entrons et nous détruisons les conditions de vie de ces animaux-là. En fait, l'idée, c'est quand même... C'est pour ça qu'il prône une vision holistique, globale du vivant, dans laquelle on retrouve notre place, une place parmi les autres, et qui soit plutôt une attitude de coopération, enfin, vous voyez, de respect du vivant, où chacun a son rôle, mais et on sort de ce langage guerrier qui va faire que, c'est vrai, c'est l'effet boomerang, bam, bam. Alors, si l'homme est un parasite, c'est un parasite quand même qui sort du lot. Il n'est pas parasite comme un autre. Enfin, oui, c'est un super parasite. Donc le super parasite, c'est quoi ? C'est celui, comme tu disais, il est glouton total, là, il bouffe son hôte, quoi. Donc voilà, il bouffe, il va jusqu'à détruire la maison commune. C'est une expression que j'aime bien. Enfin bon, là, c'est le pape François qui l'a vulgarisé, mais là, je dois dire, oui, voilà. Déjà, avant, il y avait Taureau, enfin bref, c'est pas le premier à avoir dit ça, mais enfin... Et on est capable vraiment de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. C'est incroyable. De la manger. Et du coup, de la bouffer, quoi. Ça rejoint aussi ce que disait Philippe à la fin de sa chronique, en disant que finalement, c'est ce que disait Lacan, que l'homme veut se détruire, sauf qu'il est incapable de le faire. C'est-à-dire qu'il y a un double mouvement là. Ouais. Et à partir de là, je voulais vous poser une question à toutes les deux. Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste ? Alors moi, je dis souvent, quand on me pose cette question, gardons le pessimisme pour des jours meilleurs. Eda. C'est bien. Déjà. Bien joué. Voilà. Surtout, comme tu le dis, quand tu t'adresses à des jeunes, tu vas quand même pas leur dire c'est foutu la baraque, c'est terminé, parce que tu fais quoi là ? Soit tu te tires une balle dans la tête, soit tu enfin bref, tu te mets à picoler, je sais pas quoi, ou tu fais comme j'ai vu là récemment aux États-Unis quand j'étais en tournage pour mon film, c'est pas dans le film, mais c'est quand même j'ai vu, et tu te fais à ton bunker là. Les survivants. Les survivants, et ça devient de plus en plus délirant. Oui. Enfin bon, voilà. Donc non, mais cette capacité, ou je ne sais pas quel mot utiliser, à construire la fin de notre civilisation, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Il n'y a que tous ceux qui tiennent les ficelles, parce qu'on ne va pas faire du complotisme. Moi, je ne suis pas du tout un complotisme, mais enfin, quand même une réalité, c'est que 1% des plus riches de la planète possèdent autant que 3,5 milliards d'habitants sur cette planète. Il y a vraiment des gens qui, les fameux 1%, qui vivent très bien de ce système qui est en train de nous conduire à notre perte, et qui vivent dans leur bulle, mais dans tous les sens du terme. La bulle financière, la bulle qui fait que c'est du très 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 court terme, donc ils sont en train de, par leur attitude, par leur les modèles économiques qui nous a envahis partout, effectivement d'organiser la fin.
la mort de tout le monde, en fait. Marie Desplechin, est-ce que... Je serais sur la même ligne que Marie-Monique. En fait, le pessimisme n'est pas une option. Non. Et après, l'action, c'est marrant. Et c'est ça qu'on peut partager entre générations, c'est que faire des choses n'est pas mauvais, c'est-à-dire c'est idiot de se laisser paralyser parce qu'on se rend compte, parce qu'on est dans l'action, parce qu'on invente et parce qu'on peut... Il y a plein de choses à investir là-dedans, en termes d'imagination, en termes de découverte, en termes de renouvellement de nos façons de vivre. Moi, la révolution, c'est une idée que j'aime bien, en fait. Et des tas de petites révolutions possibles et de grosses révolutions envisageables. Et il y a un tas de gens enthousiasmants qu'on peut rencontrer, donc... Après, quelquefois, ça demande un petit effort de volonté parce qu'on a vite tendance à être déprimé, on est très attiré par la mélancolie. Mais objectif de l'être. Oui, voilà, on peut être mélancolique, mais enfin, bon, c'est pas... Ce serait dommage. Oui, Philippe, tu voulais dire quelque chose Non. Oui, pourquoi les cupides que vous évoquez à juste titre, pourquoi seraient-ils, eux, seraient les seuls à être capables de réussir quelque chose? C'est pas sûr. Non. Ils sont aussi maladroits que les autres. Oui. C'est ce qu'il faut... Enfin, l'histoire de l'humanité regorge, vous savez, d'exemples où les idées minoritaires, dans lesquelles nous sommes nous, les gens qui pensons qu'il faut une transition, qu'il faut changer de cap, etc., eh bien, à un moment, sont devenus majoritaires, et très rapidement, contre toute attente. Il n'y a pas si longtemps, je donne souvent l'exemple de l'esclavagisme, parce que c'est vrai le fait que dans les sud des États-Unis, c'était pas longtemps, quoi. On a fait une guerre aux États-Unis parce qu'on pensait que l'économie ne pourrait pas marcher sans esclaves, et puis voilà. Bon, bref, il y a plein d'exemples. Louis XVI, avant le 14 juillet, dans son journal Rien, et la France s'ennuie juste avant 68. Donc, en fait, les exemples sont extrêmement nombreux, on ne voit pas arriver, et d'un seul coup, ça se passe. Alors, le tipping point, comme on dit en anglais, c'est ça la question. Souvent, on me pose cette question, c'est quand... Alors, il y a des sociologues qui ont écrit là-dessus. Il faut 18 à 20% des gens. Voilà. Mais il y a un moment, c'est aussi, je pense, un instinct de survie qui peut véritablement, c'est-à-dire vraiment... C'est une question de génération aussi. Qui va dire, et qui va... Alors, comment... on en sent les prémices parfois, mais quand même, je parle... Je citais Gramsci parce qu'on sent l'entre-deux. L'entre-deux, il est là, donc ça peut basculer là ou ça peut basculer là. Et moi, ce qui me fait peur, c'est les monstres. Les monstres, ils sont déjà là. Mais moi, les monstres, c'est les Bolsonaro, bien sûr, Trump, enfin, etc. C'est-à-dire, à la faveur de cette grande crise systémique dans laquelle nous sommes, peuvent surgir ce genre de personnages qui peuvent nous faire beaucoup... Mais on en a plein en France. Moi, je suis très frappée par... alors, je ne veux pas faire... Bon, parce qu'il y a des contre-exemples, mais il y a quand même beaucoup d'hommes vieillissants, blancs, dans des situations de pouvoir, qui tiennent des propos incohérents, hors de toute raison. Je pense à Onfray, je pense à Bruckner, je pense à des choses qui sont vraiment pleines de... Je pense à Finkielkraut, qui sont des choses vraiment... Une espèce de terreur qui les rend haineux, et à laquelle ils arrivent à associer toute une masse de gens qui sont pareils, sur des positions de trouille, quoi. Et c'est l'approche de la mort qui les conduit à ça. Et en fait, il faut se méfier de ça. C'est une espèce Ils veulent entraîner tout le monde avec eux dans la mort. Mais au-delà de la trouille, quand même, et des idéologies, etc., il y a quand même l'homme en tant qu'il est parasité et qu'il est un parasite. Quand Freud a théorisé la pulsion de mort et des éléments comme ça, on se dit au fond, les solutions aujourd'hui, face à cette crise majeure, c'est quand même de changer de comportement, entre guillemets. Comment ça contribue aussi à une idée d'un certain domptage de quelque chose qui est plus fort que l'homme à l'intérieur de lui. Et ça c'est au-delà d'une certaine façon parfois du discours ou de l'optimisme ou du pessimisme. C'est un fait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui est plus fort que lui. Oui, mais il faut pas faire, à mon avis, il ne faut pas non plus mettre une croix sur le fait qu'il est conditionné par un environnement politique qui va encourager certaines tendances, etc. Et moi, je dis toujours, et la solution, c'est quoi ? C'est non seulement les changements de chacun des individus, c'est-à-dire de prendre conscience de ça, et donc de se dire concrètement, ça veut dire quoi dans ma vie ? Mais aussi, on a besoin des politiques pour pouvoir engager cette transition et ce changement rapidement avec des mesures adéquates. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On aura dans une de nos prochaines émissions un aphorisme lacanien, enfin quelqu'un qui va faire une chronique sur l'inconscient politique. Et là, peut-être autour de ça, on pourra
reprendre cette question sous cet angle-là. Nous vous remercions beaucoup d'aborder avec nous cette question qui est pour nous presque une première. On n'a pas beaucoup l'habitude de nous, les psychanalystes, d'aborder cette question, bien que ça s'est fait déjà. Voilà. Merci Donc, beaucoup. on vous remercie. On va passer maintenant à la rubrique suivante. Bon, alors merci à Éric Porges et à Caroline Leduc de nous rejoindre pour cette 3e rubrique, Actualité de la psychanalyse. Éric Porges, vous êtes psychanalyste, membre de l'instance lacanienne et directeur de publication de la revue Essin, revue de psychanalyse, et le numéro 46, dont le dossier est consacré au langage de la guerre, nous a particulièrement arrêtés et on souhaitait discuter de cela avec vous. Enfin, on a invité Caroline Leduc, qui est psychanalyste et membre de l'école de la cause freudienne, à dialoguer avec vous sur ce numéro et plus particulièrement sur ce dossier. Bonjour Éric Porges, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette émission Studio Lacan pour Lacan Web Télévision et donc dans cette rubrique Actualité de la psychanalyse. Donc en effet, on a été très intéressés par le dernier numéro de votre revue, car je crois que vous en êtes directeur de publication, le numéro 46, donc la psychanalyse et le langage de la guerre. Au sommaire, on trouve un certain nombre de textes passionnants. Il y a un de vos propres textes intitulé « Un malaise dans la psychanalyse » qui revient sur la période du Covid et la façon dont vous tâchez d'en faire une lecture psychanalytique et aussi les effets sur la psychanalyse. Vous nous en parlerez certainement. On trouve un texte également de Charles Georgiev sur la place du psychiatre sur un théâtre de guerre. Nous avons eu le plaisir de retrouver au sommaire une de nos collègues de l'école de la cause freudienne, Marie-Hélène Brousse, qui, c'est vrai, a beaucoup travaillé ce thème de la guerre dans son ouvrage collectif sur la psychanalyse et la guerre, et qui articule, elle, guerre et errance dans ce nouveau texte autour de la notion de ségrégation, dont on parlera peut-être également, qui est aussi également le point d'entrée d'un autre texte d'André Ménard intitulé « Le démenti, la Covid-méduse et le camp ». Une guerre au langage. Voilà, bon, je ne vais pas déflorer tout le sommaire, mais vraiment, j'invite tout le monde à acheter cette revue et à la lire. Peut-être qu'on pourrait commencer à discuter ensemble sur ce numéro à partir du titre que vous avez choisi pour l'intituler. Donc, la psychanalyse et le langage de la guerre. C'est différent de la psychanalyse et la guerre. Je voulais un peu que vous puissiez nous dire quel est le point vif finalement dans l'actualité dans le monde, mais aussi l'actualité de la psychanalyse qui vous a amené à choisir ce titre précis. Oui. Écoutez, d'abord, merci de votre invitation et je me réjouis de l'intérêt que vous portez à ce sujet qui, effectivement, a intéressé et touché beaucoup d'analystes, et à la fois dans leur pratique et dans leur rapport à la théorie. Alors, c'est tout à fait juste que vous souligniez le fait qu'on mette l'accent dans le titre sur le langage. Ce qui, vous me direz, c'est normal, puisque les psychanalystes, quand même, ont affaire, travaillent avec la matière de l'inconscient, que l'inconscient, donc on adopte cette position de dire que l'inconscient est structuré comme un langage, il y a un savoir-faire avec la langue, et que donc tout ce qui va concerner ce rapport au langage, forcément on y est attentif et nous concerne par les effets que ça a, puisque ça a des effets. On est payé pour effectivement avoir à affronter les effets du langage chez des patients
chez qui justement le langage a été dévoyé, je dirais, et qui en ont subi des conséquences dans leur histoire. Et c'est bien parce que c'est le langage qui a été dévoyé que la psychanalyse peut avoir un efficace, puisqu'elle travaille sur le langage. Donc de remettre un petit peu la fonction du langage autrement qu'un pur artifice de communication, en quelque sorte. C'est-à-dire à la fois dans son aspect performatif et formateur pour le sujet, en tant que déterminé justement par ce langage, à la fois dans sa famille de ses parents, mais même de ses grands-parents, etc., ce qui a pu circuler dans le langage et qui a été tronqué, dévoyé, etc., mensonges de toutes sortes. Donc, le psychanalyste est le premier à être confronté à ces conséquences de la façon dont le langage est employé, et qu'il est donc naturel qu'il se penche sur les conséquences du langage dans un événement politique comme celui qui s'est mis en place à propos de cette pandémie du virus de la Covid-19. Et ces conséquences, on les a vues à différents niveaux, à des niveaux individuels, on les a vues par des troubles psychiques chez des gens, des troubles psychosomatiques aussi, je crois que beaucoup ont observé, et des comportements très angoissés parfois. Bon. Et donc la façon dont moi-même je me suis particulièrement intéressé à ces phénomènes de langage a consisté à voir que tout ça s'est déroulé quand même à partir de ce moment inaugural où notre président, Emmanuel Macron, a lancé cette phrase « Nous sommes en guerre ». Et que ça, à mon avis, véritablement entraîné tout un discours sur la pandémie, puisqu'il faut bien distinguer entre la pandémie, qui est une atteinte biologique de quelque chose qui n'est même pas considéré comme être vivant, un virus, et qui est comme atteinte biologique du ressort de la médecine. Et puis, le langage par lequel on a présenté cette épidémie. Et que je trouve que le langage avec lequel on a présenté dès le début et par la suite cette épidémie a fait, je dirais, carrément plus de dégâts que la pandémie elle-même. Dans le lien social. A fait plus de dégâts que la pandémie elle-même. Qu'est-ce qui fait que ça a fait plus de dégâts ? D'abord, si vous voulez, la tromperie, le mensonge. Ce côté « nous sommes en guerre », à deux niveaux, on peut le situer, qui est je pourrais dire un tour de passe-passe pour ne pas en dire plus, mais qui est un tour de passe-passe, je trouve irresponsable, de la part d'un chef d'État. Parce que, d'abord, pour une raison simple, je sais donc que vous avez une bonne connaissance du domaine militaire et donc de la guerre. Et que la guerre, d'une certaine façon, quand même, est une chose très sérieuse et pour laquelle il y a une référence incontournable, c'est celle de Clausewitz, qui a bien distingué, si vous voulez, qui a bien dit que la guerre était le prolongement de la politique. Bon. Et qu'il a bien distingué des niveaux de guerre, de défense, d'attaque, etc., avec des termes qui sont repris d'ailleurs aussi par les psychanalystes. Bon, il y a un sérieux de la guerre qui n'est pas celui de cette phrase « nous sommes en guerre ». Pourquoi ? Parce qu'il y a eu absence de politique. C'est-à-dire dire qu'il y a une épidémie qui va nous gêner tous, c'est une chose, mais nous sommes en guerre, ça veut dire qu'il y a derrière une politique de la santé qui va accompagner cette mise en place de mesures sanitaires. Alors, je sais bien que le sanitaire est un élément maintenant, depuis le XVIIIe siècle, complètement inhérent à la politique, notamment venu des épidémies.
C'est-à-dire que dans votre thèse, il y a cette idée d'un fourvoiement avec cette phrase de l'universel. Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant dans votre texte. Alors, un universel imaginarisé. Voilà. Alors ça, c'est effectivement aussi un des facteurs, je trouve, de ce tour de passe-passe. C'est-à-dire que, par exemple, un auteur comme André Glucksmann a bien montré que, par définition, le langage de guerre est un langage qui promeut l'universel. Mais justement, dans l'universel, il faut distinguer ce qui serait un universel, revenir au latin si on voulait, l'universel de l'omnis, c'est-à-dire du tous pris un par un, et du totus, le tout pris comme un tout, l'entièreté. Hein. C'est-à-dire que ce soit un universel du omnis, on peut dire que ça peut être valable pour la prévention, pour l'hygiène. C'est un peu trop long peut-être, non ? On vous laisse conclure sur cette question. C'est un peu difficile parce que c'est vrai que là, on est en fin d'émission. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui nous viennent à vous écouter. Moi, quand j'ai entendu guerre, j'entends aussi l'union sacrée. Oui. Et il y a peut-être la question du tour de passe-passe et voilà, est peut-être un peu délicate. En tout cas, on entend bien, en effet, ensuite, quand vous déployez ça du côté de l'universel, que vous appuyez ça sur une critique conceptuelle, plus que sur une critique, plus que sur une critique effectivement d'une situation inédite où il y avait un appel à l'union sacrée peut-être derrière. Si vous me permettez juste là une petite précision par rapport à ça, c'est ce caractère universalisant de ce discours qui a, si vous voulez, mis les choses sous un terme du tous pour tous, qui est vrai pour tous. La tromperie, c'est le fait qu'on ne peut pas déclarer la guerre à un virus. Le virus n'est pas un être humain. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Le problème c'est que ça a complètement anthropomorphisé ce virus. Mais au point que maintenant, les ministres disent le virus est liberticide. Je l'ai entendu. Voilà. Ou alors, maintenant, on est dans l'épidémie des non-vaccinés. C'est-à-dire que on ne peut pas faire une guerre à un être qui n'est même pas visible, qui est une pure création de la science scientifique et qui est l'objet effectivement de traitement par des médecins. Mais voilà, c'était cette question-là au fond que vous vouliez déployer dans le dossier. Oui. Bien. Là, on arrive en fin d'émission, on aurait certainement encore la possibilité de débattre sur cette question. Je remercie Éric Porges et Caroline Leduc de ces débats qu'ils ont lancés finalement, qui doit certainement avoir une suite. Quant à nous, nous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission, qui sera animée par Angèle Terrier et Éric Souliani, et diffusée le samedi prochain, le 4 décembre, à 18h30 précise. Au programme de cette émission, Patrick Landman et Hervé Castanet pour traiter la question « La thèse de neurosciences tient-elle la route ?» Voilà une question provocative. Une chronique cinématographique avec France Jégu. Un aphorisme lacanien avec Philippe Lassagna. Et voilà, nous arrivons en fin d'émission, Déborah. Je vous dis bonne soirée à tous et à toutes. Et bonne soirée à toi, Déborah. Bonsoir, Gil. Voilà. Bonsoir.